Et coucou tout le monde, petite intro pour prévenir que ce week-end il va y avoir pas mal de choses qui se passent. Mais avant de parler plus tard du tournoi à Angers où j'aurai plein de news à vous apporter lors de la quête analyse samedi, sachez déjà que nous aurons un gros live particulier avec Entrejeux Studio du vendredi et au samedi, donc 1er et 2 décembre. Un live marathon de 24 heures pour les 3 ans d'Entrejeux Studio. Je ne pourrai pas être présent parce que je serai soit en train de préparer le tournoi d'Angers, soit en train d'être au tournoi à Angers de 200 personnes. Mais sachez que le live va être très cool avec plein d'activités, dont du Lorcana, évidemment plein d'autres jeux et plein de choses à gagner. N'hésitez pas à y faire un tour. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal et on est là pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. On peut enfin passer à autre chose qu'au spoil, on va pouvoir enfin faire du contenu sur d'autres sujets. Et je vais faire cette vidéo sur un sujet qui m'a été demandé à différents endroits. C'est tout simplement des conseils pour les drafts et les scellés dans l'Orcana. Pour rappel, ce sont des formats alternatifs, des formats considérés comme un peu plus casu ou fun, moins compétitifs, dans lesquels vous allez avoir des boosters à ouvrir et des cartes à obtenir pour vous faire un deck de 40 cartes. Avec comme particularité que vous pouvez avoir autant d'exemplaires de cartes que vous voulez, ça ne changera pas grand chose à moins d'avoir 5 fois la même, en général ça va, et c'est plutôt rare sur autant peu de boosters d'avoir 5 fois la même carte. Mais la règle la plus importante, c'est que vous n'avez plus de problème de couleur. Vous pouvez jouer toutes les encres et donc vous avez accès à toutes les cartes du chapitre. Ce qui change pas mal de choses et ce qui fait pas mal de changements justement par rapport à votre deck building. Je vais quand même faire un petit disclaimer, bien que je me débrouille largement en scellé, j'ai gagné 2 des 3 premières AP à la sortie du jeu, donc petit moment où je flex un peu quand même, à temps de jeu égal, hein, évidemment, parce que pendant que tout le monde s'éclate à faire des games sur Pixelborn, moi je passe ma vie à faire du montage, du coup je joue pas assez, du coup je suis nul, bien évidemment, mais en dehors de ça, je ne suis pas un gros drafter, je suis pas quelqu'un qui est très très bon en draft, donc j'ai juste un conseil dans la liste là qui s'applique particulièrement pour la draft. Le reste des conseils peut s'appliquer aux deux pour faire votre deck, soit pendant que vous regardez les cartes à drafter, soit une fois que vous avez tout ouvert lors d'un scellé et que vous pouvez décider de faire votre deck avec ces cartes là. Donc au niveau de ces conseils, il y en a 10 comme l'indique la vidéo et on va commencer par le premier. Le conseil, alors il y en a qui vont paraître sûrement bêtes pour les gens qui ont l'habitude de jeu, il y en a qui vont paraître peut-être moins bêtes pour certains. Le but, c'est d'essayer de toucher le maximum de monde et de rappeler des évidences des fois. Et donc, le conseil numéro un, c'est de complètement oublier les couleurs des cartes. Ça peut paraître bête, mais des fois, ça peut arriver de se dire, ah, quand même, j'aime bien les cartes grises, alors je vais prendre des cartes grises comme ça. Ici, on n'est pas là pour jouer la couleur qu'on préfère. On fait plutôt ça en construit à la limite, en prenant un deck ultra efficace avec les couleurs qu'on aime bien. Ici, notre but, c'est de tirer notre épingle du jeu avec ce qu'on a. Et donc, il faut absolument oublier les couleurs des cartes, se dire qu'elles sont toutes de la même couleur, à la limite, des choses comme ça, vu qu'il n'y a aucun bonus à jouer des cartes d'une certaine couleur ou une autre, pour l'instant, sur l'Arcana. Le jour où il y aura des cartes qui diront « Ah, si vous jouez une carte ombre, alors vous gagnez tant de choses », là, peut-être qu'il y aura des choses à réfléchir. Ici, pour l'instant, il faut complètement les oublier et partir du principe que toutes les cartes sont de la même couleur. Comme ça, vous aurez moins de soucis et vous éviterez peut-être des erreurs bêtes de vouloir prendre telle carte parce que c'est la couleur qui vous plaît, alors qu'en fait, c'est pas forcément une carte si efficace que ça. Deuxième conseil, encore plus, faire attention aux cartes non ancrables. Vous avez un deck de seulement 40 cartes et il ne sera pas optimisé comme un deck habituel avec soit du ramp, soit de la pioche, tout du moins autant de ramp et de pioche qu'un deck classique qui veut s'en servir. Comme raison potentielle pour le fait d'avoir beaucoup de non ancrables, ici vous n'aurez pas ça. Je vous conseille vraiment de ne pas dépasser les 10, voire même de vous arrêter à 9 cartes non ancrables maximum. Vous avez seulement 40 cartes. Si jamais la moyenne conseillée en général est de 12 sur un deck Lorcana classique, bah vous divisez, vous enlevez un quart de ce nombre-là, donc ça tombe à 9. Donc voilà, vous pouvez partir sur une base de 9 en vous disant, chose très importante, si la carte est non ancrable et qu'elle est chère, vous ne la prenez pas. C'est même pas la peine d'attendre. Parce qu'en draft, la moindre carte, vu qu'on manque de pioche, est importante. Et donc, la moindre carte non ancrable trop chère, ça va être une purge. Je vous conseille vivement, ce sera un autre point plus tard, mais vraiment de ne pas monter trop là-dedans. Conseil numéro 3, ne pas chercher à avoir des synergies. C'est évidemment des choses qu'on essaie d'avoir lorsqu'on fait du draft, surtout du draft en l'occurrence, ou du construit. Mais, encore une fois, ce sont souvent des decks qui manquent de pioche ou de moyens d'aller chercher les bonnes solutions dans le deck, et donc les synergies, vous les tombez que trop peu souvent. Du coup,
Prenez des cartes qui sont fortes toutes seules. Ne prenez pas des cartes qui demandent d'autres cartes pour être fortes. Typiquement, Alice, c'est pas une bonne idée en draft ou en scellé. Parce que d'ici là que vous ayez les bonnes solutions pour pouvoir avoir beaucoup de force à table et de pouvoir lui donner plein de force et tout, c'est pas bon. C'est pas une bonne idée. Voilà, je me répète, mais de manière générale, les synergies, vous les aurez pas assez. Les cartes qui donnent des bonus à d'autres, vous les verrez pas en même temps. Et du coup, il vaut mieux avoir des cartes très fortes en elles-mêmes qu'essayer d'avoir des cartes qui sont fortes ensemble. Conseil numéro 4 par rapport aux alters, justement on parle de synergie, bah voilà le fait d'avoir la carte alter et la carte en dessous de base qui va être le terreau, entre guillemets, la carte qui ira en dessous de l'alter, vous les aurez pas souvent ensemble. À moins que vous ayez vraiment 4 fois la carte de base et l'alter en plus, là, bon, bah déjà, faut avoir l'alter à bon moment, c'est pas dit, mais de manière générale, partez du principe que vous ne jouerez toujours les alters plein pot. Vous partez du principe, si vous incluez, bref, si vous mettez une carte alter dans votre deck, partez du principe que vous allez la payer plein pot. Partez du principe que vous la jouerez jamais plus tôt, partez du principe que vous la jouerez jamais plus cher. Ça vous simplifiera des calculs. Typiquement, le chat Cheshire qui pourrait paraître super intéressant, mine de rien, parce que le chat Cheshire, il est ancrable, il a des très bonnes stats tout en étant insaisissable, il a de l'or, il a une capacité intéressante au cas où, sauf qu'il coûte 8. Et ça ira avec l'autre conseil qui arrive dans pas longtemps après, mais c'est pas bien, c'est pas très bon comme carte, parce que monter à 8 donc c'est beaucoup trop compliqué, donc ça vaut pas le coup, typiquement. Autre conseil justement qui est complètement lié à celui-là, ne pas monter trop haut en encre. Quand vous jouez en draft, encore une fois, vous n'avez pas beaucoup de rampes, vous n'avez pas beaucoup de pioches, donc vous avez du mal à monter haut en encre tout en ayant des solutions toujours à jouer dans la partie. Et du coup, mon point de vue personnel là-dessus, c'est simple, c'est j'essaie de m'arrêter à 6 d'encre au niveau de mes cartes. Au tout premier chapitre, en tout cas, je faisais ça. Au deuxième chapitre, il faut voir. Mais typiquement, comme je disais avant, des chats Cheshire ou des choses comme ça qui sont infiniment trop chères pour du draft parce que vous allez dépenser énormément de cartes en fait juste à pouvoir jouer cette carte-là. Dites-vous que la différence entre un personnage qui coûte 6 et un personnage qui coûte 8, certes, le personnage qui coûte 8 est bien meilleur, mais pour jouer le personnage à 8, vous avez dû sacrifier 2 cartes en encre. Donc, est-ce qu'il vaut vraiment le coup de sacrifier ces 2 cartes en encre, sachant que ça peut être des bonnes cartes, ça peut être des cartes d'early game des fois, parce que des fois, à force d'avoir des gros personnages, soit c'est eux qui partent en encre, soit vous allez mettre d'autres cartes en encre en espérant les jouer, et du coup, ça peut être un mauvais plan. De manière générale, de monter Prato en encre, j'ai plutôt tendance à conseiller de rester à 6 maximum pour être tranquille et avoir votre plein potentiel tôt dans la partie. Maintenant, il faut voir évidemment vos decks, ce que vous sortiez, etc. Si vous avez beaucoup de cartes à 7 ancrables, et j'insiste sur le ancrable, pourquoi pas. Mais au-delà de 6, si c'est non ancrable, je déconseille vivement l'inclusion de cette carte dans un draft ou dans un deck. Tout simplement parce que vous risquez de la manger trop rapidement dans la partie. Parce que cette seule carte, sur un deck de 40 cartes, il y a quand même plus de chances qu'elle tombe que sur un deck de 60. Et du coup, que ça vous pourrisse la vie, que ça reste une carte morte en main et que ça vous gêne tout le long de la partie. Conseil numéro 6, ne pas avoir trop de cartes qui n'apportent pas de valeur. Et là, je me rends compte qu'il y a un moment dans la vidéo où je vais avoir un problème parce que j'ai mis 2 fois le même conseil alors que normalement j'en avais un autre. On verra ça à ce moment-là. Attendez-vous à un cut à un moment parce qu'il faudra que je règle ça. Mais donc, ne pas avoir trop de cartes qui n'apportent pas de valeur, qu'est-ce que ça veut dire par là? Tout simplement des cartes qui sont du tour 1 ou du tour 2, des cartes à 1 et à 2, qui font pas grand-chose. Si jamais ce sont des cartes qui ont beaucoup de lore, ça peut être utile. Si ce sont juste des vanillas, ça ne servira souvent pas à grand chose. Et attention encore plus, si ces cartes demandent des synergies pour être jouées, il faut encore plus les éviter. Typiquement Bucky en draft ou en CD, ça ne vaut vraiment pas le coup. À moins d'avoir énormément de footboard, mais là le problème reviendra au même, c'est que vous avez joué plein de footboard, des fois pas des bons ou pas les meilleurs, pour espérer trigger Bucky, sauf que si vous n'avez pas Bucky, ça sert à rien. Voilà. Encore une fois, les synergies, c'est pas ouf. Et là, dans les cartes qui n'apportent pas assez de valeur, si la carte pioche, dans tous les cas, elle s'auto-remplace, donc ça apporte de la valeur. Typiquement, la carte rien à cacher, ça vaut le coup quand même. Mais par exemple, je suis coincé en draft, ça apporte trop peu de valeur pour être vraiment intéressant. Et les cartes comme ça, qui vont avoir trop peu d'effets en jeu, ou les personnages qui ne font rien de spécial à part avoir un petit body et un de l'or, n'en mettez pas trop. Honnêtement, sur un deck de 40 cartes, si vous vous en sortez avec 4 on va dire environ 6 personnages qui se jouent tour 1, c'est largement suffisant en général pour avoir ce qu'il faut dans la partie. Et il faut pas avoir trop de problèmes derrière, entre guillemets. Conseil numéro 7, la pioche. La pioche, c'est très simple, c'est
inclus automatiquement dans votre deck. Tout ce qui pioche apporte une valeur incroyable en draft et dans le jeu de cartes Lorcana de manière générale. Donc tout ce qui est écrit pioche et qui est facile à mettre en place, c'est automatiquement inclus. Là, comme ça, je pense à Jafar, l'Alter, par exemple. Lui, bah voilà, c'est un personnage, c'est automatiquement inclus. Tous les petits events qui font des effets et qui piochent derrière, ça sera toujours utile, donc ça peut être automatiquement inclus. Des cartes comme la Reine de cœur en rouge qui pioche sur les défis, des choses comme ça, pareil, c'est inclus. Voilà, de manière générale, tout ce qui fait piocher, où la condition n'est pas trop compliquée à remplir, vous pouvez partir du principe que vous le jouez. À l'inverse, si jamais c'est des conditions trop difficiles à remplir, on revient sur la question des synergies, et là, il va falloir faire attention. Typiquement, réponse qui pioche quand on soigne des gens, si votre deck, il n'a pas au moins 10 ou 15 cartes de soin, ça vaudra pas le coup, parce que ça fera pas assez de choses. Euh, Petite parenthèse d'ailleurs, mais les cartes de soin très intéressantes en draft, parce qu'en draft, bah, souvent les personnages restent en vie avec des dégâts sur eux parce qu'on n'a pas assez de soins, donc tout ce qui peut soigner sur la durée peut vous apporter une valeur de fou sur la durée, et c'est vachement bien. Et finalement, il n'y aura pas de cut parce que je me suis souvenu de mon conseil. Mais conseil numéro 8, du coup, c'est tout simplement essayer d'avoir une courbe efficace. Et la courbe efficace dans un draft n'est pas la même qu'une courbe efficace dans une partie avec du scellé ou du draft. Ce que j'entends par là, c'est que quand vous allez être top deck, parce que dans un draft ou un scellé, vous allez être top deck dans une partie. C'est rare d'avoir beaucoup de cartes en main. Quand vous allez être top deck, il va vous falloir des cartes impactantes. Et c'est pour ça qu'il y a déjà le premier conseil qui est éviter les cartes qui font pas assez de valeur, qui sont des tours 1, tour 2, etc. Mais à l'inverse, je vais vous conseiller d'optimiser les cartes qui coûtent 4, 5, 6 pour que dans vos tours de partie, quand vous serez à 6 d'encre environ, vous ayez toujours à chaque tour une carte forte à jouer. Le principe est un peu le même, par exemple, que dans les decks bleu-rouge du chapitre 1. Vu qu'on n'avait pas beaucoup de pioches, on jouait un deck qui montait vite en encre et derrière, on jouait que des grosses cartes pour essayer toujours d'avoir une valeur de ouf à chaque tour en top deck. Ici, c'est un peu le même principe, sauf qu'on n'aura pas autant de rampes qu'on veut et on aura beaucoup de top deck aussi, peut-être un peu plus de pioches, faut voir les choses et tout. Mais de manière générale, il faut vraiment essayer d'avoir le maximum de cartes impactantes au moment où vous pouvez la jouer. Et qu'elles soient soit impactantes en la jouant directement, soit impactantes par elles-mêmes sans avoir besoin d'autre chose. Dans les jeux de cartes, c'est vrai, mais encore plus en draft et en scellé, vous ne voulez pas des cartes qui vous permettent de gagner quand vous êtes bien dans la partie, vous voulez des cartes qui vous permettent de remonter la pente quand vous êtes mal. Donc, si à un moment, vous imaginez être top deck face à un adversaire, que vous piochez une carte et que cette carte-là, vous faites «Oh non, je la voulais pas», dégagez-la. Ou alors, mettez-en peu. Typiquement les tours 1 et les tours 2. Conseil numéro 9, ne pas hésiter à avoir la méta insaisissable. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que dans les drafts et les scellés, souvent on n'a pas beaucoup de solutions et souvent les parties sont plus longues, donc le rush marche moins bien, le contrôle, le hard control n'existe pas vraiment. C'est plutôt beaucoup de decks qui vont jouer sur l'aspect gérer la table et monter petit à petit. Et dans ce genre de cas-là, insaisissable, ça peut devenir très fort parce que dans le chapitre 2, il y a beaucoup de cartes insaisissables à 2 de l'or qui font un taf plutôt très correct, ou même insaisissable à 1 de l'or, ça suffit d'ailleurs. Et du coup, si vous arrivez à en accumuler quelques-uns et à gérer la table adverse avec ce qui vous reste de personnages, vous pouvez vraiment gagner des games. Au chapitre 1, c'était très présent. Et au chapitre 2, ça le sera aussi, avec l'exception que là, on a des solutions contre les insaisissables. Déjà, il y a des personnages à 2 qui peuvent frapper les insaisissables, qui sont pour moi des auto-inclus dans tous les decks. Cruella et Jafar, à 2, vous les mettez, vous les rentrez. Je veux pas savoir, je veux pas d'entendre d'excuses. Ce sont quelques-unes des meilleures cartes du chapitre pour leur coup, et le fait qu'elles puissent gérer les insaisissables d'en face, en particulier des trucs comme la mini surfeuse, des choses comme ça peut vraiment vous sauver la vie. Donc ne pas hésiter à la fois à avoir quelques insaisissables au cas où l'adversaire ne pioche pas ses réponses, mais vous aussi à avoir des dégâts directs ou des personnages qui peuvent avoir insaisissables pendant leur tour, afin de vous aider. Et enfin, le petit conseil numéro 10, qui est un conseil spécialement pour le draft, pour le coup, c'est tout simple, c'est ne cherchez pas à contre-drafter. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le draft, pour expliquer un peu de quoi je parle, le draft c'est un mode de jeu dans lequel, alors je prends des cartes au pif, c'est pas le bon jeu, attention, c'est pas le bon jeu, donc faites attention. Voilà, il y a du Trône de Fer, il y a du Conquest, donc ça rappellera des souvenirs aux anciens, ce sont tout simplement des cartes que je me sers comme proxy pour mon proto actuel. Un jour j'en parlerai de mon proto sur cette chaîne, vous inquiétez pas, ça viendra bien assez vite.
Et donc l'idée c'est que vous avez vos petits boosters comme ça, bah voilà, vous décidez d'une carte parmi le booster que vous allez garder, et cette carte-là vous la mettez de côté, ce sera pour vous à utiliser, et votre booster de carte, vous le passez à votre voisin de gauche ou de droite, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que bah il y a une carte de moins, hop, on passe au voisin, on reçoit un autre truc, il y a une carte de moins, paf, on passe, jusqu'à ce qu'il en reste plus que deux, vous en prenez une, vous dégagez la dernière en général, ou l'adversaire la prend, ça dépend du mode de draft. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce mode-là, il est tout aussi important de se faire un bon deck que d'empêcher ses voisins de se faire leur bon deck. Et donc, dans des jeux comme Magic, ou même Flesh and Blood, des fois, on voit certaines cartes passer qui, pour nous, sont pas du tout intéressantes, mais on sait que l'adversaire à côté, à force de voir passer les cartes, joue peut-être telle ou telle chose, et que s'il l'a, c'est game breaker. Ici, à l'Orcana, on n'a pas ce problème, parce qu'encore une fois, on ne fait pas attention aux couleurs. Du coup, contre-drafter, ça voudrait dire ah là là, j'ai l'impression que mon adversaire est en train d'avoir telle synergie, alors je vais lui prendre cette carte-là pour lui enlever synergie. Sauf que d'une, les synergies, c'est pas une bonne idée de jouer avec, donc s'il veut le faire, laissez-le faire, au pire, il se plantera. Peut-être pas toutes les games, hein, mais il y a bien une game où la synergie sortira pas, et du coup, ça, il aura pris des cartes sous-optimales en espérant avoir le combo, et en fait, non. Et de deux, vous en avez aucun intérêt, encore une fois, de prendre cette carte-là, parce que vous ne cherchez ni à faire les synergies, et vous n'avez peut-être tout simplement pas focus cette synergie depuis le début, donc ça vous donne encore moins envie de l'avoir. De manière générale, concentrez-vous sur le fait de faire votre deck parfait et vous vous en moquez complètement de ce que les adversaires jouent. C'est d'ailleurs pour ça que, à mes yeux, et là c'est un truc très personnel, très subjectif peut-être, mais je trouve que le draft dans l'Orcana est moins intéressant que dans d'autres jeux, tout simplement parce qu'il n'y a pas de choix de couleur. Et donc cela se résume à regarder les cartes que vous avez en main et à vous dire, bah c'est elle la meilleure, je passe au suivant, et ainsi de suite. Parce que les synergies sont trop rares et trop compliquées à obtenir, je trouve, avec autant de couleurs et autant de types de cartes différentes, pour faire des choses vraiment qui marchent à chaque match. Encore une fois, le but c'est de gagner et d'essayer de faire 4-0. Si vous voulez faire 4-0, il faut votre deck qui marche dans toute situation et pas uniquement quand vous avez toutes les pièces du puzzle qui se sont rassemblées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on a fait un format un peu court donc c'est plutôt pas mal. Donc n'oubliez pas, entre jeux studio vendredi samedi, et sachez-le, je vous fais un petit truc en avance ici, mais il se peut que lors du dimanche... Ah oui mais non je dis n'importe quoi, en plus samedi je serai pas en tournoi, je serai en train de bouger à Angers, n'importe quoi. Mais donc, le dimanche, je serai à Angers, je ne jouerai pas, je vais faire des enregistrements de toutes les games, et il se peut que lundi, dans la journée et le soir, il y a un immense stream de commentaires, je sais pas, de parties. Sur ce, vous en saurez plus lors de la quête analyse, je ferai l'annonce à ce moment-là. Moi je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde.